On pense souvent à la guerre froide et des noms comme le Vietnam ou Berlin viennent tout de suite à l'esprit. Mais il y a un autre conflit majeur, un conflit qui techniquement n'est même pas encore terminé. C'est une guerre qui a non seulement ravagé une péninsule entière, mais qui a aussi gelé la géopolitique mondiale pendant des dizaines d'années. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors pour y voir plus clair, on va suivre un plan simple. D'abord, on va voir comment une nation s'est retrouvée divisée, puis comment une invasion a tourné en intervention mondiale. On verra ensuite comment tout ça s'est transformé en une impasse brutale. On parlera aussi du coût dévastateur de cette guerre, et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi ce conflit est, encore aujourd'hui, inachevé. Voilà, première partie, une nation divisée, d'une péninsule à 2 États. Parce qu'avant la guerre elle-même, il y a eu la division. C'est vraiment là que tout commence. La grande question, c'est comment un peuple, avec des siècles d'histoire commune, a pu se retrouver fracturé comme ça de façon aussi brutale et finalement définitive. C'est quelque chose qu'il faut absolument garder en tête. Avant 1945, il n'y avait qu'une seule et même Corée. Une nation unifiée depuis des siècles, avec sa propre culture, sa propre langue. La division, ce n'est pas venu de l'intérieur. Ce sont les puissances étrangères qui ont planté les graines de la discorde. Et regardez à quelle vitesse tout s'enchaîne. En 1910, le Japon annexe la Corée. Fin de l'histoire ? Non. 35 ans plus tard, en 1945, le Japon capitule. On pourrait croire à une libération, à l'indépendance, mais pas du tout. C'est une nouvelle occupation qui commence. Les Soviétiques débarquent au nord, les Américains au sud. Et cette ligne de démarcation, le fameux 38e parallèle qui devait être juste temporaire, eh bien en à peine 3 ans, elle devient une frontière totalement hermétique. C'est vraiment là que la tragédie coréenne prend racine. Et donc en 1948, ce qui était temporaire devient permanent. On se retrouve avec 2 États, et attention, chacun est dirigé par un leader bien décidé à régner sur toute la péninsule. Au sud, on a la République de Corée, avec Syngman Rhee, un anticommuniste pur et dur, soutenu par les Américains. Et au nord, la République populaire démocratique de Corée, avec Kim Il-sung, un ancien héros de la résistance, lui, soutenu par les Soviétiques. 2 Corées, 2 idéologies, 2 leaders. Franchement, le décor est planté pour une confrontation qui semble inévitable. On passe à la deuxième partie, de l'invasion à l'intervention. Parce qu'avec 2 camps qui revendiquent le même territoire, les tensions accumulées depuis 1945, eh bien ça ne pouvait que mal finir. Ça a explosé, et ce qui aurait pu n'être qu'une guerre civile va se transformer en un conflit planétaire. Et voilà le jour J, le 25 juin 1950. C'est le point de non-retour. Au petit matin, les forces nord-coréennes franchissent le 38e parallèle. Ce n'est pas une escarmouche, c'est une invasion massive. Des dizaines de milliers de soldats, lourdement armés par les soviétiques, qui déferlent sur le sud. Et d'ailleurs, on le sait maintenant grâce à l'ouverture des archives soviétiques, ce n'était pas du tout une improvisation. C'était une offensive planifiée depuis longtemps par le Nord pour réunifier le pays, mais par la force. La première année de la guerre, c'est un truc de fou. Un vrai va-et-vient. Regardez, en juin 50, le Nord envahit et prend Séoul en un claquement de doigts. En septembre, les forces de l'ONU et les Sud-Coréens sont acculés dans un tout petit bout de territoire, le périmètre de Pusan. On pense que c'est fini. Et là, coup de théâtre en octobre. Un débarquement audacieux mené par les Américains à Incheon renverse complètement la vapeur. Les forces de l'ONU repoussent les Nord-Coréens jusqu'à la frontière chinoise. On se dit, c'est gagné. Mais non. En janvier 51, la Chine entre dans la danse avec des centaines de milliers de soldats. Ils repoussent les forces de l'ONU et reprennent Séoul. C'est un revirement permanent. C'est à ce moment-là que la guerre civile coréenne devient une affaire mondiale. D'un côté, on a donc le camp du commandement des Nations Unies, il y a la Corée du Sud bien sûr, et une quinzaine d'autres pays. Mais il faut être honnête, 88% des troupes internationales sont américaines. En face, le camp communiste, la Corée du Nord évidemment, mais surtout la République populaire de Chine qui envoie ce qu'elle appelle des volontaires. Et en soutien, l'Union soviétique qui fournit du matériel et un soutien aérien. C'est vraiment un conflit de la guerre froide. Troisième partie, l'impasse brutale. La guerre s'enlise. Après cette première année complètement folle, cette espèce de course-poursuite sur toute la péninsule, l'intervention chinoise a tout changé. L'élan est cassé. C'est un peu comme 2 boxeurs épuisés qui se tiennent l'un l'autre dans les cordes. Personne ne peut plus avancer. Et c'est ça qui est terrible. Dès la mi-1951, la ligne de front se stabilise, quasiment à l'endroit exact où la guerre a commencé, le 38e parallèle. Un retour à la case départ, mais avec des centaines de milliers de morts en plus. Fini la guerre de mouvement, bonjour la guerre de position. Une guerre d'usure, sanglante, qui va rappeler les pires heures des tranchées de 14-18. Et dans cette impasse, certains ont failli perdre la tête. Le général américain MacArthur, le commandant des forces de l'ONU, était tellement frustré qu'il voulait carrément étendre la guerre à la Chine et utiliser des armes nucléaires. Cette citation est juste glaçante. Il parle de créer une ceinture de cobalt radioactif pour empêcher toute vie pendant des décennies. On a frôlé le pire.
Heureusement, le président américain Truman, qui était terrifié à l'idée de déclencher une troisième guerre mondiale, l'a finalement viré. Cette phase de la guerre, c'est 2 ans. 2 longues années de guerre de tranchées. On ne se bat plus pour des villes, mais pour des collines stratégiques qui portent des noms terribles comme Heartbreak Ridge, la crête du crève-cœur, ou Arrowhead, des noms qui disent tout. Des milliers d'hommes meurent pour prendre une colline qui est souvent reprise par l'ennemi le lendemain. Un carnage pour un gain de terrain quasi nul. Et pendant que les soldats meurent sur ces collines, des diplomates commencent à négocier la paix. Mais ça va traîner. Et on en arrive au point le plus sombre. Le coût dévastateur de la guerre. Le prix humain et matériel de tout ça. Cette guerre d'usure, ce combat pour des collines, a eu un coût humain qui dépasse l'entendement. Les chiffres qu'on va voir ne sont pas juste des stats. Derrière chaque chiffre, il y a la tragédie de ce conflit, une tragédie qui a touché avant tout, et surtout, le peuple coréen. 2 millions. C'est le nombre estimé de civils coréens tués. 2 millions. C'est tout simplement apocalyptique, que ce soit au nord ou au sud. Pour se donner une idée, ça représente près de 10% de la population de l'époque. C'est une génération entière qui a été sacrifiée. Et aux civils, il faut ajouter les militaires. Plus de 800 000 soldats coréens, du nord et du sud confondus, sont morts. Des frères contre des frères, dans une guerre qui, à la base, était une guerre civile. Le bilan est effroyable. Le prix a aussi été très lourd pour les alliés du Nord. La Chine a perdu environ 400 000 soldats, c'est l'estimation américaine. 400 000 de ces fameux volontaires qui ne sont jamais retournés en Chine. Et du côté des Nations Unies, les pertes sont aussi considérables. Plus de 36 500 soldats américains tués. Sans oublier les milliers de morts des 15 autres nations engagées. C'est d'ailleurs un conflit qui, dans la mémoire américaine, est souvent appelé la guerre oubliée. Oubliée peut-être, mais une véritable hécatombe. Mais comment expliquer de tels chiffres? Eh bien par une brutalité sans nom. La Corée du Nord, par exemple, a été la cible de bombardements stratégiques massifs. On a largué plus de 3 millions de litres de napalm. Des villes, comme la capitale du Nord, Pyongyang, ou celle du Sud, Séoul, ont été presque entièrement détruites. Il y a eu des accusations de guerre biologique. Et des deux côtés, il y a eu des massacres de civils et de prisonniers. Des atrocités qui ont laissé des cicatrices terribles. Et on arrive à la dernière partie, un conflit inachevé. Le cessez-le-feu, qui n'est pas un traité de paix. Parce qu'après 3 ans de combat et de destruction totale, les armes se taisent. La guerre s'arrête. Mais, et c'est là toute la nuance, elle n'est pas finie. C'est ce détail qui explique absolument toute la situation actuelle. Il faut vraiment bien comprendre la différence. Un traité de paix, ça met fin à la guerre, légalement. Ça résout les problèmes politiques. Un armistice, ce n'est qu'un cessez-le-feu. C'est un accord pour arrêter de se tirer dessus. C'est comme appuyer sur le bouton pause d'un film. Et c'est exactement ce qui a été signé le 27 juillet 1953, un armistice. Les parties restent techniquement en guerre. Le vrai traité de paix, il n'a jamais été signé. La conséquence la plus concrète, la plus visible de cet armistice, c'est la DMZ, la zone démilitarisée. C'est une bande de terre de 250 km de long et 4 de large qui coupe la Corée en deux. Son nom est assez ironique parce que cette zone dite démilitarisée est en fait l'une des frontières les plus fortifiées et les plus militarisées du monde. C'est une véritable cicatrice qui balafre la péninsule. Et pour couronner le tout, il y a un détail qui en dit long. La Corée du Sud n'a jamais signé cet armistice. Jamais. L'accord a été signé entre les militaires de Corée du Nord, de la Chine et du commandement de l'ONU. Ce qui veut dire que légalement, l'état de guerre entre les deux Corées n'a jamais pris fin. C'est complètement surréaliste et pourtant, c'est la réalité qui dure depuis plus de 70 ans. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse. Voilà plus de 70 ans que les armes se sont tues, mais que la guerre n'est pas finie. Alors, à quoi ressemblerait une véritable paix dans la péninsule coréenne? Passer d'un simple cessez-le-feu à une paix réelle durable, qu'est-ce que ça impliquerait? C'est une question immense et